On se retrouve pour La Belgique se relance, Brabant Wallon. La transformation digitale est à l'honneur aujourd'hui. Un nouvel invité nous a rejoint, Thierry Renaud, Autorway. C'est une société qui va nous parler de boîtes à colis connectées. Racontez-nous tout. Autorway est une société qui est née en 2018. 2018, vous avez eu un prix à Batibo. Où j'ai été nommé en tout cas au Belgium Building Award, effectivement, où je présentais en fait ma première boîte à colis connectée. C'était un ensemble boîte aux lettres, boîte à colis avec de la Parole Family dedans. Je me permets de préciser que c'est vous qui l'a faite. Alors oui, tout à fait. Donc oui, c'est ça. Ça sort pas d'une grande usine. C'est sorti d'un plan, d'un papier, et puis commencer à chercher, trouver des solutions. Et cette idée en fait est née du fait que moi-même j'en avais besoin. J'avais besoin d'avoir une solution pour mes commandes, pour mes clients, mais également pour des commandes privées, des choses ainsi. Et n'ayant rien trouvé sur Internet, je me suis dit ok, voilà, je vais. Donc très concrètement, je ne suis pas chez moi, on me livre un colis, j'ai une sorte de boîte aux lettres connectée, mon livreur sonne. Je vais pouvoir lui ouvrir ma boîte aux lettres avec mon téléphone. Voilà, donc on a en réalité même trois solutions. Soit effectivement le livreur vient m'apporter une paire de chaussures et je suis absent ou je suis en rendez-vous. Soit il sonne effectivement sur l'interphone, je le reçois sur mon smartphone, je peux lui répondre, lui parler, puis effectivement valider qui c'est. Et à distance, lui ouvrir la boîte à colis, livraison, sécurisée. Deuxième solution, je peux dire lorsque je fais ma commande, ben voilà, j'ai une commande, et puis je vais inscrire un code sur mon adresse qui va permettre effectivement avec le clavier codeur pour le livreur, il va ouvrir cette boîte à colis. Et puis on peut aussi envisager la chose par exemple pour des commerces ou des commerçants qui vont dire tiens voilà, moi j'ai des personnes qui viennent de façon très régulière et donc je vais leur donner un badge et lorsqu'elles vont présenter leur badge sur la boîte à colis, la porte va s'ouvrir parce qu'elles y ont accès. Comment vous avez dégusté la crise, vous ? Alors, moi, je vais dire comme tout le monde. Il y a un fournisseur qui a disparu, si je me souviens bien. Un fabricant, effectivement. Donc voilà, ça c'était la partie un petit peu plus difficile à gérer, parce que, à contrario, toute la partie commande en ligne a effectivement explosé. Et donc là, c'était plutôt positif. Par contre, la crise, c'était un ralentissement d'une part de certaines décisions. Tout le monde était un petit peu en attente. Et deuxièmement, mon fabricant qui effectivement a fait faillite et devoir se retourner et trouver d'autres solutions. Mais comme les plans m'appartiennent et que voilà, j'ai juste été visiter d'autres fabricants et puis on a recommencé l'aventure. Mais ça veut dire retravailler les plans parce que les machines ne sont pas tout à fait les mêmes. Cela veut dire également retravailler de nouveaux prototypes et puis de toute façon continuer à s'avancer. Vous avez entendu la première partie de cette émission, hein, Benoît. Comment on fait le lien entre vos métiers d'aujourd'hui et la boîte à colis connectée ? Alors, ça c'est... oui, il n'y a peut-être pas de lien directement évident comme ça, à part tout ce qui est... Si on veut essayer d'aller plus loin ou de faire évoluer le... Mais il y a pas mal de choses dans l'Internet des objets en général et puis l'Internet des objets pour le spatial en particulier, où on permet la géolocalisation et le tracking de toutes les parcelles partout tout le temps. Et donc ça, on peut anticiper justement des flux logistiques. Le tracking, on est d'accord, ça part d'un satellite quelque part. C'est grâce à l'aspect entre autres, du GPS dont on parlait tout à l'heure. Voilà, mais il y a aussi des nouvelles étiquettes connectées qui peuvent émettre en fait des petits messages comme des SMS qui vont directement sur les satellites et ces étiquettes connectées broadcast la position du paquet. Et donc on peut traquer des paquets qui viennent de l'autre bout du monde, savoir où ils sont exactement, et en fait affiner les estimations de date de livraison, mais aussi toutes les estimations de date de livraison intermédiaire dans les ports de fret, etc., pour maximiser l'efficacité de la chaîne logistique complète. Et donc au final, dépenser moins de CO2 et moins d'euros pour acheminer les biens. C'est quoi votre particularité ou vos forces par rapport aux grosses multinationales qui fabriquent du satellite ? L'agilité. Parce que ça paraît quand même assez dingue de se dire qu'il y a 3 ans et demi, vous créez cette société qui fabrique des petits satellites. Qui sont plus petits que ça, parce qu'on les a fait grossir un petit peu. C'est ça. Mais non, c'est l'agilité principalement. Donc, on est pas mal d'anciens à avoir travaillé soit pour des grands groupes qui font du spatial. En Europe, il y en a 3 principalement, Airbus, Thales et OHB en Allemagne. On est pas mal d'anciens à avoir travaillé là-bas, entre 5 et 10 ans. Et puis, on a aussi pas mal travaillé dans les agences spatiales, NASA, l'agence spatiale européenne, l'agence spatiale française, ce genre de choses. Et en fait, on est tous revenus avec le même constat, c'est que ce sont des énormes mammouth organisationnel
qui sont un peu gangrénés par un manque d'agilité, un manque d'innovation. Oui, c'est ça. Et nous, on essaie justement d'importer des méthodes de développement agile qui viennent plutôt du monde du logiciel à la base et de faire des satellites dans cette philosophie. En devenant un gros mammouth quand même. Non, parce qu'on essaye, bon là, on va terminer l'année une centaine d'employés, mais on essaye de... 3 ans, c'est pas mal. Oui, voilà, j'aimerais bien encore un petit peu plus, mais bon. Et la perspective d'évolution, c'est quoi ? Je pense qu'on va encore doubler la taille chaque année pendant quelques années. Là. C'est un peu, c'est l'objectif. C'est une question de place. Hein. Hier, c'était Fabien Pincars de Odoo qui était à votre place. Donc, vous voyez, il y a quelque chose. D'ailleurs, je vais prendre votre place dans 5 minutes. Fabien, qui est aussi un illustre ancien du cercle industriel de Louvain-la-Neuve. Oui. Donc, on est tous passés par les mêmes codes, je crois. Oui. Non, l'idée avec ça, c'est vraiment d'apporter une méthode de développement agile. Qui nous permet de faire une conception de satellite en 6 mois, là où d'habitude c'est 10 ans. Oui, c'est ça. Et c'est pas parce que leurs ingénieurs sont moins bons, hein, c'est juste c'est la structure, voilà, en fait, la culture entreprise, le oui, cadre, le financement public aussi qui met du temps à démarrer. Et comment une entreprise comme la vôtre, je faisais le lien avec Thierry tout de suite, vous avez répondu, et avec Alison, comment vous pourriez imaginer que votre processus, vos projets, vos produits servent à Alison un jour ? Avec ouais, c'est encore une fois les flux logistiques, c'est le plus évident. Anticiper les shortages de matières premières qui pourraient impacter ses fournisseurs à elle. Donc, si on voit que les matières premières, il y a une disruption de la chaîne logistique encore une fois. Lié à ça, le cours des commodités. Donc on voit les matières premières qui explosent. On fait déjà en fait pour des... Vous anticipez en fait, vous anticiperiez. On anticipe ça, on vend déjà des services, des gens nous achètent de l'information pour prendre des positions sur les marchés à l'avance. D'accord. Parce que ça veut dire, Alison, qu'aujourd'hui, justement, pour faire le lien avec ce que Benoît dit, vous ne le savez que trop tard. Oui, on le sait effectivement un peu trop tard. Après, effectivement, on est distributeur, donc on n'est pas dans la chaîne de fabrication nous-mêmes. Mais oui, effectivement, on pourrait le savoir trop tard. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est à tout ça que ça va servir finalement la transformation digitale 2 ou 3.0 ? Elle va servir à mieux anticiper les choses dans l'avenir ? C'est ça la clé ? Je pense que l'anticipation, c'est bien, mais il faut aussi l'optimisation des flux, quel qu'il soit, qui va avec l'anticipation. Donc, c'est bien d'identifier les problèmes en amont, et puis d'avoir toute une stack digitale avec de l'intelligence artificielle ou autre, qui nous permet en fait de trouver des solutions en temps réel et d'optimiser toutes les activités, qu'elles soient humaines ou même pour le réchauffement climatique. Et en fait, à la fin, le but du jeu, c'est de pouvoir conserver un certain pouvoir d'achat à niveau de vie, tout en consommant moins de ressources. Et ça, je pense que c'est la vraie transition digitale vertueuse, pas du Facebook ou de l'Instagram pour pousser des produits dont personne n'a vraiment besoin. Oui, c'est ça. Voilà. Thierry, c'est comme ça que... Oui. Je pense que la digitalisation, elle peut être aussi de façon très très pratico-pratique. Enfin voilà, on est dans une certaine logique. Je vais prendre par exemple l'exemple d'un comptable. Vous pouvez avoir 2 types de comptables différents. Vous pouvez avoir un comptable où vous allez effectivement fin du trimestre porter vos fardes et puis à l'intérieur dans le bureau ils vont encoder vos factures de rentrée, vos factures de sortie. Et puis alors après ils vont faire l'étude, l'analyse, puis ou bien vous avez un autre comptable qui va travailler avec un produit digital et qui va le mettre à votre service. Donc là, on parle vraiment d'un outil qui va être au service de l'entreprise. Et cet outil, en fait, pour l'entrepreneur, c'est quoi ? C'est dire, je reçois mes factures en PDF, drag and drop, je les mets dans le système. Et l'intelligence artificielle de ce programme va vous permettre, en fait, de tout organiser au niveau de votre comptabilité. Mm-hmm. Et vous, finalement, de vous consacrer exclusivement à votre travail. Donc là, moi, je vois la digitalisation également comme un outil effectivement performant qui fait avancer la société, voire... Bon, Stéphanie, je viens chez vous, là. Obligé. Trop facile. On parle de comptable. Merci pour le pont. Vous travaillez beaucoup avec les comptables, n'est-ce pas ? Principalement, oui. Pourquoi ? Parce que le comptable est le premier partenaire des indépendants et des chefs de PME. Mm-hmm. Et donc... la première démarche de la personne qui se lance, c'est d'aller vers son comptable pour faire un plan financier, l'accompagner dans son business plan. Et donc le comptable, souvent, sert d'intermédiaire entre l'indépendant et le guichet d'entreprise et la caisse d'assurance sociale. Donc en effet, nous avons développé des outils digitaux très performants au service des comptables, synchronisés aussi au service des clients. Donc il y a vraiment une interface tripartite. Et aujourd'hui, pour avoir une idée, quel est le pourcentage de comptables équipés et qui sont digitalisés ? Alors,
je n'ai pas les chiffres précis, je peux juste vous dire que la tendance au nord du pays n'est pas la même qu'au sud. Oui. On sait que la Wallonie est un peu en retard par rapport à nos voisins néerlandophones, mais qu'on est en train d'arriver vers ça. Et donc, on continue à convertir chaque jour des fiduciaires qui vont de plus en plus vers la digitalisation pour libérer du temps de qualité au service de leurs clients, pour être dans le conseil et plus dans l'encodage. Alison, quand vous êtes face à vos équipes, vous l'avez dit tout à l'heure, plutôt une belle réactivité en temps de crise, mais quand tout va bien, c'est parfois aussi difficile de se projeter et de voir demain. Comment vous voyez votre entreprise dans 10 ans ? Eh bien, toujours, comme maintenant, mais encore plus grande, j'espère. Non, effectivement, avoir encore des magasins, pouvoir être aussi plus performant sur Internet. Donc, il n'y aura pas moins de magasins dans 10 ans ? Il n'y aura pas moins de magasins dans 10 ans. Effectivement, on réinvestit dans un nouveau site Internet, dans des nouveaux outils pour être effectivement plus pertinent et plus performant aussi. Donc voilà, on continue à investir dans le digital, mais aussi dans les briques. Et le digital aujourd'hui, chez LuxusManette, ça représente quoi sur votre chiffre, ça recommence à devenir c'est dans le top 3 de nos meilleurs magasins. En tout cas, on se dirige. Peut-être qu'il est encore dans le top 5, mais... Vous considérez comme un magasin, presque ? Oui, tout à fait. Oui. Est-ce que vous diriez que l'e-commerce a sauvé votre activité ? Oui, pendant la crise, oui, clairement. Oui. Et ça nous a rassurés que les clients étaient quand même toujours là, qu'ils avaient toujours besoin de chaussures, pas que des pantoufles. Et donc voilà, ça, c'est rassurant de pouvoir rester en contact avec nos clients. Thierry, quand vous avez pensé votre projet, c'était il y a 3 ans. Donc j'imagine qu'il y a quelques années de boulot derrière, n'est-ce pas ? Parce qu'en général, quand ça sort... Est-ce que vous l'avez pensé par rapport à ce qu'on a dit dans la première partie de cette émission avec les Benoît, intelligence artificielle ? Est-ce que vous êtes allé jusque-là ? Alors, le principe, en fait, c'est ici d'offrir un service, d'offrir un outil qui va servir aussi bien pour le particulier qui va commander sur Internet que pouvoir également aider des commerçants. Ce qui est certain, c'est que j'ai pensé... réception du colis pour le privé, et j'ai également pensé commerce solution. Je vais vous donner un exemple. Un commerçant qui se dit, tiens, voilà, moi, face à la crise qu'on vient de rencontrer, il faut que je trouve des solutions. Mettre en place un système de e-shop, c'est assez conséquent, c'est assez important. Il y a une autre solution à laquelle je réponds, c'est de pouvoir offrir un ensemble de boîtes à colis où, en fait, le commerce va pouvoir offrir un service supplémentaire à ses clients en leur proposant de pouvoir venir récupérer leur boîte ou d'échanger leurs produits dans cet ensemble de boîtes à colis. Donc, on passe d'un système où il a un type d'horaire d'ouverture 6h30 au soir, par exemple, et puis des clients qui peuvent venir plus tard et qui s'arrangent. Donc là, c'est offrir la digitalisation comme outil pour continuer à développer et pouvoir faire face éventuellement à des crises. Allez, on fait une petite pause, puis on se retrouve juste après pour continuer à parler. La Belgique se relance et on est dans le Brabant wallon, transformation digitale aujourd'hui. À tout de suite.